Bon, pour le son, ça va? Oui, D'accord. Et au nom du chapitre, je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale du cryptage. Et comme vous le savez déjà, le mois d'octobre est totalement dédié à la cybersécurité. Et donc, le conseil avait planifié ou tentait de réaliser quelques activités qui malheureusement n'ont pas pu réaliser à cause des situations que confronte notre pays actuellement. Mais pour aujourd'hui, nous ne voulons pas que cette journée passe de façon inaperçue. Donc, c'est pour cela qu'on a réalisé ce webinaire avec le support aussi de l'ISO Global. Et cela fait environ 2 ans depuis qu'on célèbre la journée mondiale du cryptage. Cette journée est une initiative de la Coalition mondiale pour le chiffrement, GEC. C'est une structure qui est fondée en 2020 et il y avait les membres fondateurs, il y avait le Center de démocratie et technologie, Global Partners Digital et Internet Society. Et la coalition a pour mission de promouvoir et défendre le chiffrement dans les pays et au sein des instances multilatérales où il est menacé. La coalition soutient également les entreprises qui souhaitent proposer des services chiffrés à leurs clients. Comme on l'avait mentionné sur les affiches, et la journée mondiale du cryptage, cette technologie essentielle qui aide à garder les personnes, les informations et leur communication privée et sécurisée, est dédiée à la sensibilisation des différents acteurs de l'écosystème de l'Internet et à prendre de meilleures décisions. Aujourd'hui, on a avec nous M. Blaise Arbouet et François Berry qui vont nous aider à comprendre mieux le cryptage autour de ces deux sujets, les enjeux de la confidentialité sur Internet et comment protéger ces données. D'abord, je tiens à remercier nos intervenants qui ont accepté de participer ou célébrer avec nous cette journée. Merci à notre vice-président qui a travaillé d'arrache-pied pour rendre ce webinaire possible. Et merci aussi à notre VP qui est aussi notre modérateur pour aujourd'hui. Merci à chacun des membres qui nous rejoignent sur ce webinaire, les membres du conseil aussi qui ont participé à la réalisation de cette journée, les membres qui ont partagé les affiches. Donc, je vous remercie et donc, je vous souhaite une bonne journée de célébration de la journée mondiale du cryptage et je crois que les intervenants nous allons être satisfaits de leur intervention. Donc, et ce sera un moment aussi d'apprentissage, bon apprentissage, bon webinaire à tous et merci d'être avec nous sur ce Zoom. Donc, je vous passe et notre vice-président, c'est lui qui va introduire les intervenants et va continuer avec la séance d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Présidente, pour l'introduction. Et comme la Présidente l'a rappelé, nous célébrons
aujourd'hui la journée mondiale du chiffrement. Et je vais vous présenter rapidement l'agenda pour aujourd'hui. Nous avons déjà entendu les propos de bienvenue par la présidente du chapitre et Internet Society en Haïti. Et ensuite, nous aurons deux intervenants, deux experts en cybersécurité. La première présentation sera assurée par M. Blaise Arbouet autour du thème « Les enjeux de la confidentialité sur Internet » où l'accent sera mis sur les techniques de chiffrement, les algorithmes et les outils, tout ça. Et la deuxième présentation, M. Berwitt François, est aussi expert en cybersécurité, va nous présenter son sujet « Comment protéger ces données ». Maintenant, en termes d'organisation, ces séances seront assez interactives. Donc, nous vous encourageons de poser vos questions à la fin de chaque présentation. Et vous pouvez le faire soit en sollicitant la parole ou soit en postant vos questions directement sur le chat. Donc, après la séance et des questions-réponses à la fin, je vous lirai la déclaration de l'ISOC et du Global Coalition for Encryption et à l'occasion de cette journée mondiale du chiffrement aujourd'hui, 21 octobre 2022. Donc, je vais rapidement encore présenter M. Blaise Arbouet pour cette première présentation. M. Blaise Arbouet est expert consultant en sécurité informatique. Il est basé à Montréal. Il exerce depuis plus de 20 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en particulier dans le domaine de la cybersécurité. M. Blaise Arbouet détient plusieurs certifications dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication et de la sécurité de l'information. Et M. Arbouet a été boursier de l'ARIN ainsi que de ICANN. Et il a participé à plusieurs conférences de ces organisations. Il est également cofondateur d'Haïti CyberCon et de YotaSec, qui est une entreprise évoluant dans le secteur de la cybersécurité au Canada. M. Arbouet est aussi membre du conseil d'administration de ISOC Québec. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de lui passer la parole pour sa présentation sur les enjeux de la confidentialité sur Internet avec un accent sur les outils de chiffrement. Et merci Blaise d'avoir accepté notre invitation et je vous passe la parole. Vous pouvez utiliser l'outil de partage d'écran pour présenter vos slides. Merci et encore bienvenue à tous et à toutes. Merci Max pour cette belle introduction. Je ne pense pas que j'ai la peine de le faire. En même temps que je partage mon écran. Je pense que tout le monde le voit. Je vais le maximiser pour vous donner peu de chance. Voilà. Écoute, encore une fois, Max, merci de l'invitation. Merci au chapitre de ISOC Haïti, ISOC Haïti qui a pensé à m'inviter, surtout en cette belle journée de célébration ou de sensibilisation au chiffrement. Vous avez déjà tout dit sur moi, pas la peine de me présenter, mais je vais prendre quand même le temps d'adresser un peu quelques aspects techniques pour le chiffrement. C'est ce que je ne voulais pas trop faire, mais Max l'a dit. Même si le sujet, il parle quand même de l'importance du chiffrement et de quelques menaces qui le guettent quand même. Donc, c'est autour de ça que je vais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, parce que des fois, Max, tu peux confirmer que tout va bien pour le son? On vous entend très bien et on voit ta présentation aussi à l'écran. Merci. Good. Je vais essayer d'être pas trop technique là, étant donné qu'il y a quand même quelques slides mais ça va être quand même à haut niveau. Je vais les garder un peu à haut niveau. Donc, Max vient de me présenter. Je laisse ça pour
une autre présentation à une plateforme Prenez Moins. Mais si vous n'avez jamais vu ma photo, c'est celle-là. C'est moi personnellement. Je pense que je ne l'ai pas changé après 3 ans, après 3 ans que j'ai pris la photo, parce que la pandémie a encore rendu plus vieux les gens, mais c'est pas encore trop mon cas. Bon, je peux confirmer que tu n'as pas changé, Blaise. Merci, Max. Merci, Mary. Écoutez, comme j'ai dit, c'est un peu plus technique à haut niveau. Donc, je vais commencer tout de suite par dire c'est quoi le chiffrement. Je vous annonce aussi que vous allez voir que tantôt, alors à certaines fois, je parle de cryptage, comme la présidente de Isoka Iti l'a dit tantôt, mais aussi je vais parler de chiffrement. C'est quand même des termes assez similaires, assez synonymes. Alors, des fois, les gens disent en français encryption, mais le terme technique, c'est plus chiffrement, mais que encryption, c'est plus de l'anglicisme. Mais le cryptage, c'est juste pour parler de chiffrement. Donc, vous avez déjà une idée de ce que c'est. Je relis juste le texte pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On dit que le cryptage, en sécurité, c'est un contrôle en passant. C'est un contrôle technique. Je ne vais pas faire un cours de base en sécurité ou sur les contrôles en sécurité, mais le cryptage, c'est un contrôle vraiment, un contrôle de sécurité. Et le rôle de ce contrôle-là, c'est d'assurer une protection de la confidentialité des données. Et il s'agit d'une transformation mathématique qui consiste à brouiller les données. Les données qui étaient d'abord en texte clair, on va les brouiller pour qu'ils soient chiffrés. Et quand ces données sont chiffrées, donc, ça doit empêcher à quelqu'un qui n'a pas autorisation de le voir. Donc, que ce soit une personne ou une machine, donc le texte qui est chiffré, il ne doit pas être facile, il ne doit pas être vu, il ne doit pas être lu par quelqu'un qui n'est pas autorisé. C'est pour ça, en général, quand on parle de chiffrement, on voit surtout 2 piliers de la sécurité informatique, c'est-à-dire d'abord la confidentialité, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui doit le voir, si la personne n'est pas autorisée, il ne faut pas qu'il voit cette information, et l'intégrité, c'est-à-dire que l'information aussi qui est chiffrée, que ce soit au repos ou en transit, il doit être intègre, il ne doit pas changer. Donc, on est clair sur la définition de base, je vais passer à autre chose. Maintenant, ça, c'est un exemple dans ce slide qui explique, qui montre comment ça se passe, le chiffrement ou le processus de chiffrement et de déchiffrement. Par exemple, là, j'aime bien cet aspect-là. Il y a Madame A qui veut communiquer une information à Monsieur B. L'information que Madame A veut communiquer est celle-ci. Ah, j'ai accidentellement vu l'historique de votre navigateur web. C'est fini entre nous. Donc, on a l'impression que c'est un couple là, et puis la femme a détecté quand même des choses. Je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur a été voir sur Internet. Donc, étant donné qu'il ne veut pas que n'importe qui, à part lui et monsieur à part elle et monsieur voient ce message, donc, elle utilise une clé de chiffrement pour chiffrer son message, pour brouiller son message, pour empêcher à n'importe qui d'autre de ne pas le voir. Maintenant, vous voyez à l'écran aussi que quand le message est chiffré avec la clé, il devient quelque chose de brouillé. On ne peut pas le comprendre là. Et puis, quand monsieur reçoit le message, étant donné que monsieur avait la clé, donc, il déchiffre son message et puis monsieur est surpris de voir, oh mon Dieu, j'ai vu le message que madame m'a envoyé. Elle a dit que j'ai accidentellement vu l'historique de mon navigateur. Elle a accidentellement vu l'historique de mon navigateur. C'est fini entre moi et elle, donc ça veut dire que c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont se séparer après? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire la réponse, mais c'est un exemple cool, assez cocasse pour expliquer comment le processus de chiffrement et de déchiffrement fonctionne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin du cryptage des données? Là, je change de chiffrement à cryptage, comme j'ai dit tantôt. J'avais dit tantôt, c'est pour assurer quand même l'authentification. OK, vous voyez que l'authentification, parce que, par exemple, quand on fait un chiffrement à clé publique, ça prouve, par exemple, là, qu'un serveur qu'un serveur d'un site web qui possède la clé pour envoyer un message, eh bien, on va voir qu'exactement, c'est ce serveur-là qui l'a envoyé. Bon, le certificat SSL qui est dans l'exemple-là prouve vraiment qu'il y a la notion de non-répudiation. Donc, l'authentification est faite. Un autre exemple, c'est la confidentialité. Je l'expliquais tantôt. Donc, ça va garantir que personne d'autre ne peut lire le message ou accéder aux données seulement à l'exception du destinateur ou du propriétaire qui doit avoir accès à ces informations. C'est pour l'aspect de confidentialité.
Ça aussi, ça garantit quand même, on a besoin de faire du cryptage de données parce que ça garantit aussi la conformité réglementaire. Peut-être pour un utilisateur, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais vous comprenez qu'il y a pas mal d'organisations ou d'industries qui ont mis en place des règles et qui imposent les organisations à se conformer à certains standards. Par exemple, si je prends le HIPAA, qui est pour la protection des renseignements personnels, le PCI DSS, qui est la protection pour les cartes de crédit, et puis le RGPD que vous connaissez tous, parce qu'on entend parler tout le temps pour qu'il y ait le règlement général pour la protection des données en Europe. C'est-à-dire, certaines organisations, s'ils veulent assurer leur conformité à ces trois standards-là, eh bien, ils doivent aussi assurer la protection des données qu'ils gardent pour le client. Donc, nécessairement, ils doivent les crypter ou les chiffrer. Et puis, l'intégrité, comme j'ai dit tantôt, est-ce que ça aussi on a besoin de faire du cryptage pour assurer ça? Parce que tout simplement, le chiffrement, ça permet de protéger les informations contre les violations. Et j'avais dit tantôt, je le redis, donc, ce n'est pas seulement que quand les données sont au repos, il faut que ça soit en transit. Et des fois, on peut aller même plus loin aussi, c'est-à-dire quand les données sont en utilisation, il faut s'assurer aussi que les données doivent être aussi protégées de façon comme la mémoire vive, là, en direct, en disant ça. Et je ne vous apprends pas qu'il existe deux types de chiffrement. C'est le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Ce qu'il faut retenir facilement de ces deux-là, comme je vous dis, je ne vous fais pas un cours trop technique, c'est-à-dire quand c'est un chiffrement symétrique, c'est une seule clé qui va être utilisée. Donc, si on retourne à la slide tantôt entre monsieur et madame, vous avez vu que c'est la même clé que madame avait, que monsieur a aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est un chiffrement symétrique. Et quand c'est un chiffrement asymétrique, c'est-à-dire, on va utiliser une paire de clés, paire parce que c'est différent. Donc, il va avoir une clé publique et une clé privée. Ça, c'est un exemple qui montre comment ça marche là. C'est-à-dire, d'abord, j'ai mon message qui est lisible, mon texte qui est clair. J'utilise une clé secrète pour chiffrer le message en utilisant quand même un algorithme. On va voir quelques exemples tantôt. Le message, dès que j'utilise l'algorithme pour le chiffrer, il devient illisible. Et puis après, cette même clé-là est utilisée pour déchiffrer le message, pour rendre le message lisible après. Ça, c'est le cas pour un chiffrement symétrique, c'est-à-dire une seule clé est utilisée qui est la clé privée, la clé secrète. Maintenant, pour asymétrique, c'est une clé privée et une clé publique. D'abord, le message, on va le chiffrer avec une clé publique. Il devient illisible. Et pour déchiffrer le message, on a besoin d'une clé privée. Peut-être, par exemple, pour dire avec ça là, dans des situations comme ça, quand on veut communiquer de l'information confidentielle à quelqu'un, on fait usage de sa clé publique. C'est parce que n'importe qui, supposons que je veux transférer un courriel confidentiel à quelqu'un que je ne connaissais pas d'avance, mais cette personne rend disponible sa clé publique. Donc, je peux utiliser cette clé publique, c'est-à-dire cette clé PGP ou n'importe quelle autre possibilité pour chiffrer le message pour lui. Et puis après, quand je l'envoie le message, et puis étant donné qu'il a sa clé, la clé privée de sa clé publique qu'il avait rendue publique, donc je peux déchiffrer le message sans problème. Et alors, il peut déchiffrer le message sans problème avec sa clé privée. Juste pensez dans cet exemple-là, dans le cas où vous voulez envoyer, par exemple, un cas où vous voulez envoyer un message confidentiel, un courriel personnel avec quelqu'un, donc ça va être le même processus. Je pense j'ai un autre tableau où je parle un peu plus de ça après. Je continue. Pour chiffrer, je dis, il faut utiliser un algorithme, ça prend un algorithme. Je ne sais pas, dans la liste là, s'il n'y a que des gens qui sont seulement techniques, je ne suppose pas, mais à ce moment, juste penser que l'algorithme, c'est la logique, c'est la façon, le processus logique, mathématique qu'on va utiliser pour chiffrer ce message-là. On va l'appeler un algo. C'est-à-dire, c'est quoi le processus, c'est quoi la programmation qui est en arrière de ça. Donc, c'est cette façon-là qui va permettre
de chiffrer le message. Et comme j'ai expliqué tantôt, donc, l'algo va rendre le message illisible et dépendant de comment l'algo est utilisé, à quelle force qu'il a, à quel niveau qu'il a. Donc, il va toujours chiffrer, mais en respectant toujours le même processus pour chiffrer. Parce que, dépendant de la longueur de la clé, d'autres choses, vous allez voir que l'algo va toujours respecter le même principe. Comme il dit ici, là, en utilisant la clé de chiffrement, l'algo peut modifier les données de manière prévisible. On sait, parce que si c'est un algo de tel nom et de telle longueur, donc c'est comme ça que ça va passer. Et puis, l'algo aussi, la clé qu'on a utilisée pour chiffrer, va être utilisée pour faire le déchiffrement. L'exemple à côté, c'est quand même, il y a une partie, même si je vous le mets à l'écran, il y a une partie quand même, je ne suis pas totalement d'accord, même si je le dis, ça fait quand même débat. Donc, je pense que l'exemple ici, c'est en utilisant un chiffrement avec, de toute façon, je n'ai pas encore parlé de protocole, peut-être que je devrais laisser ça après, là, mais on parle de chiffrement avec AES 256 bits. Il dirait que si on utilise cet algo-là pour le chiffrement, ça prendrait 110, moi je ne peux même pas lire le chiffre là. Et puis, le nombre de super power ou le nombre de serveurs qu'on aurait besoin de serveurs avec des processus totalement puissants qu'on aurait besoin pour déchiffrer ça, ça prendrait ça. Et puis, je crois que c'est Aerosoc qui l'avait fait ce slide-là. Alors, c'est cette image-là qui dit que hackers don't break encryption, they find your keys. Je ne dirais pas ça totalement, parce que quand même, on a eu dans le passé des cas où si l'algorithme est faible, et donc le pirate peut le casser quand même, mais c'est plus facile quand même. Je pense que ce qui est important ici de savoir, c'est que si vous donnez votre clé, si vous laissez votre clé facile à être découverte, c'est-à-dire vous rendez facile le job, le travail de l'acteur malveillant. Maintenant, quelques exemples, j'ai parlé tantôt d'algo de chiffrement. J'ai pris 4 exemples. Il y a AES que j'ai parlé tantôt, le triple DES ou 3DES, le RSA. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si vous voulez juste vous rappeler de ces trois-là, par exemple, AES, 3DES et TwoFish, c'est des algorithmes symétriques. Et puis, RSA, c'est asymétrique. Donc, vous voyez, par exemple, là, si je veux chiffrer des larges volumes de données, je vais utiliser RSA, un bon conseil. Si je veux chiffrer des données, que ce soit en transit et au repos, je préfère AES. Par exemple, là, les backups, les sauvegardes de les organisations, chiffrer vos données au repos, c'est un bon moyen pour le faire. Et puis, l'exemple de 3DS, là, on parle beaucoup pour les questions d'ATM. Et puis, les logiciels de chiffrement utilisent beaucoup aussi TwoFish comme protocole d'encryption. Comme je vous dis, je ne reste pas là-dedans parce que il faut pas rentrer dans les détails techniques. Moi aussi, je ne suis pas un cryptanalyste ni un cryptologue, ce n'est pas ma force, donc je vais rester à haut niveau. Maintenant, quelques conseils quand vous mettez en place votre chiffrement. J'ai parlé tantôt, votre clé, il faut la garder secrète. Donc, si vous la donnez ou si vous la rendez facile à être découverte, donc c'est fini la protection ou la confidentialité de cette donnée-là. Eh bien, il faut aussi s'assurer que cette clé-là, vous avez créée pour le chiffrement ou le cryptage de cette donnée, si vous la laissez accessible pour être modifiée, c'est fini aussi. Il faut connaître l'importance de la clé. Comme je dis, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais plus la longueur de votre clé est forte, est longue, c'est plus difficile vous rentrer le travail de l'acteur malveillant. Et puis, générer une clé cryptographique forte et la transporter en toute sécurité. Donc, vous comprenez avec moi, si j'ai chiffré quelque chose, et puis lors du transport de la clé ou lors de, je ne sais pas, de déplacer la clé d'un endroit à un autre, et puis quelqu'un d'autre l'accède, et puis après, aura accès à mes données, donc elle pourra facilement déchiffrer. Donc, il faut éviter alors, transporter de manière correct, sécuritaire. Là, ce que j'ai en tête pour cette partie-là, par exemple, là, si je prends l'infrastructure à clé publique qu'on appelle les infrastructures PKI, c'est-à-dire c'est comme une entité qui met en place ou qui travaille pour la génération de certificats que vous connaissez tous, je suppose. Donc, cette entité-là qui met en place les certificats, eh bien, son rôle aussi, c'est de protéger les clés. Parce qu'au moment-là, ce qu'il recommande en général, c'est d'utiliser aussi à côté un autre système qui va protéger, qui va sécuriser ces clés-là. Par exemple, c'est un autre système qu'on appelle le HSM, qui c'est de Hardware Security Module, qui
son travail, c'est de juste assurer que la protection de la clé est faite en tout temps. Et puis, chiffrer pas une partie, mais chiffrer toutes les données. On a aussi des avantages à le faire. On parle aujourd'hui de confidentialité, donc c'est-à-dire vous chiffrez vos données, donc vous assurez la protection de votre vie privée. Quand vous chiffrez aussi les données, c'est une bonne pratique pour assurer que votre identité aussi est protégée. Il faut aussi que vous assurez vos données en info nuagique. Vous mettez en place le cryptage, mais ça protège aussi vos données, vos fichiers en toute sécurité. Et puis le dernier, c'est que quand vous chiffrez vos données, si vous les avez chiffrées sur une clé et puis vous avez perdu la clé, basta, la personne ne pourra plus accéder aux informations qui sont sur la clé parce que la clé, elle est protégée, elle est par un algorithme de chiffrage. Maintenant, quelques exemples de chiffrement que vous connaissez tous. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser HTTPS au lieu de HTTP. Vous regardez à l'écran. Si j'utilise HTTP, en chiffrant avec le protocole TLS, si j'ai quand même quelqu'un, un acteur malveillant qui est à l'écoute de ce qui se passe entre moi et mon destinataire, donc je tape par exemple ABC 123, il le voit sans problème. Et si vous utilisez HTTPS, malheureusement, l'acteur malveillant ne peut pas comprendre ce qui se passe parce que le message est chiffré. Donc, ça, c'est un bon exemple de chiffrement avec le protocole HTTPS, TLS, disons. Et puis, pour mes gars qui sont un peu plus techniques ici, quand vous configurez vos routeurs, vos switches, si vous utilisez du telnet, le texte y est passé le texte, ou tout ce que vous tapez, il y a les commandes que vous allez taper, donc ça va être du texte clair, donc recommandé d'utiliser SSH, je crois que c'est la version 2 qui est encore utilisée, donc utiliser un protocole de chiffrement comme SSH version récente 2 qui permet de chiffrer les commandes que vous allez taper sur vos équipements. Et puis, le chiffrement aussi de bout en bout, c'est un exemple pour nous, c'est un qui utilise beaucoup les outils de communication chiffrée comme du WhatsApp, du Telegram, du Signal. Moi, je suis un bon fan de Signal en passant, même si j'utilise aussi WhatsApp. Tu l'as toi, disons. Ça dépend avec qui je parle. Vous voyez, pour le chiffrement de bout en bout, lui, c'est un exemple de chiffrement qui dit que l'utilisateur qui va envoyer un message WhatsApp à son destinataire, il récupère la clé publique du côté du serveur de WhatsApp, il chiffre le message, et puis le destinataire, il aura besoin de la clé privée, comme j'ai dit tantôt, pour déchiffrer le message reçu par l'utilisateur, envoyé par son expéditeur. Est-ce que je peux prendre un autre exemple? Ah oui, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, l'heure avance, je vais avancer vite aussi, quelques outils techniques. Je n'ai pas pris tous les exemples, mais j'ai nommé au moins 4. Évitez d'utiliser vos clés traditionnelles, c'est-à-dire que vous déposez l'information là-dessus, mais après, il n'est pas protégé. Donc, on vend maintenant des clés. On vend quelque temps déjà des clés qui protègent l'information là-dessus. C'est-à-dire, et ça, c'est un exemple d'une clé Keystone, si j'ai bonne mémoire. Il est un peu plus cher, malheureusement, mais il y a un logiciel là-dedans qui est inclus, qui est intégré, qui va chiffrer de données. En général, il utilise iOS 256 bits, comme j'ai donné l'exemple tantôt, qui va protéger toutes vos données. Donc, c'est un bon exemple. Vous voulez communiquer avec les courriels sécurisés avec vos intermédiaires utilisateurs, destinataires, utilisez PGP. Il y a le OpenPGP où vous pouvez trouver des outils gratuits que vous installez sur vos ordinateurs et puis après qui vont chiffrer les messages à l'envoi à vos utilisateurs. VeraCrypt, encore un logiciel open source qui pourra être utilisé pour chiffrer vos données sur vos appareils, laptop et desktop. C'est un exemple code, j'ai dit. Vous voulez aussi naviguer en anonymisant vos trafics. Utilisez Tor, l'exemple à l'écran qui vous permet de cacher ou de protéger vos navigations. Maintenant, malheureusement, ça permet de faire beaucoup de choses, ça permet d'assurer la confidentialité des données, mais il y a quand même des menaces. Et je pense que le jour du chiffrement, quand même, c'est quand même pour faire de la sensibilisation beaucoup là-dessus. Là. D'abord, je parle d'une première menace d'autres techniques, mais je dirais que le premier exemple est un peu plus ce qu'on appelle un inconvénient, dans le sens que, malheureusement,
on n'est pas les seuls à utiliser le chiffrement pour protéger nos données, mais les acteurs malveillants, les pirates aussi, ils utilisent le chiffrement pour cacher leurs méfaits. Là. C'est un excellent moyen de fournir des logiciels malveillants ou des charges utiles aux utilisateurs sans méfiance à les organisations. Donc, on n'est pas les seuls là. Par exemple, là, pour mes gars qui sont un peu plus techniques là, donc vous avez un pare-feu et puis il y a un acteur malveillant qui envoie de la charge utile ou n'importe quelle attaque sur ce pare-feu là, eh bien, il peut envoyer de l'information qui est chiffrée. Et puis, si votre pare-feu ne fait pas ce qu'on appelle l'inspection SSL, eh bien, vous n'allez pas voir qu'est-ce qui se passe là. Donc, l'inspection SSL va permettre à l'administrateur de réseau de détecter que ça peut être quelque chose de malveillant et les refuser automatiquement. Deuxième menace, encore un peu plus technique. Écoute, on parle beaucoup ces temps-ci d'informatique quantique quand même. Les super powers, IBM a sorti son super serveur là. Je ne peux pas même contrôler comment il peut être utilisé. Donc, aussi, on dit que l'informatique quantique peut être une menace parce que tout simplement, plus les ordinateurs, plus les serveurs sont robustes. Donc, il peut travailler fort pour casser les algorithmes. OK? Utiliser les plus forts possibles quand même. Et puis, ce que j'aime bien dans le deuxième exemple, là, je l'ai lu quand même du gouvernement canadien qui supporte l'utilisation du chiffrement dans ses ministères, c'est que ils craignent que l'informatique quantique, que ces super serveurs-là sont utilisés pour aller voler ou aller copier des processus de chiffrement, c'est-à-dire vous avez ici un système pour chiffrer des trucs, et puis eux, ces ordinateurs ont tellement de puissance de calcul, donc ils vont récupérer ces informations-là, même s'ils ne trouvent pas encore la clé, ils trouvent rien là-dedans, mais ils récupèrent le processus de chiffrement et le gardent quelque part, et puis un jour, ils le cassent. Donc c'est assez menaçant. Deuxième niveau pour les menaces, ça peut être d'ordre législatif, juridique, comme on écrit. Donc, malheureusement, un des enjeux ou une des menaces pour le chiffrement, c'est la porte dérobée quand même. Donc, il y a quand même certains pays où il y a des lois qui exigent qu'il y ait une porte dérobée, comme on appelle en anglais du backdoor, qui permettent aux forces de l'ordre d'aller les fouiller. Là. Ça constitue vraiment un risque. Là. On se rappelle du cas de Apple récemment, il y en a d'autres. Il y a aussi des tentatives d'application des lois qui existent déjà, hein, et des lois qui existent, qui peuvent créer où on peut avoir des mandats pour permettre aux forces de l'ordre d'aller fouiller. Malheureusement, ça existe. Certains pays le mettent en place. C'est un gros débat là-dessus aussi. Malheureusement, je ne suis pas dans le secteur qui développe les politiques là-dessus, mais c'est quand même assez énorme. Donc, je termine avec ces slides-là pour vous dire que, comme j'ai dit tantôt, il y a certains pays où le chiffrement est vraiment affaibli. Par exemple, là, moi, je ne vais pas citer de nom, mais vous comprenez rapidement la carte là. Donc, tout ce qui est mauve, c'est des places où on peut aller déchiffrer les données des utilisateurs sans aucune autorisation. Rien pour les autres, là, un peu plus avec mandat, sans mandat. Et puis, c'est grave. Il y en a aussi qui donnent l'autorisation aux fournisseurs d'accès à Internet. Je ne sais pas si c'est les mêmes pays, mais vous voyez encore le mauve là. Hein? Encore sans mandat. Et puis, en guise de slide pour finir bientôt, là, écoute, pourquoi il ne faut pas affaiblir le chiffrement? Eh bien, ça protège, nous, les consommateurs. L'exemple ici, c'est, écoute, on a un compte dans une banque, dans une institution financière. Donc, le rôle de la banque, c'est de s'assurer de protéger nos informations, les comptes en tant que citoyen, les opérations qu'on a fait, les transactions qu'on a fait en ligne. Donc, s'il n'y a pas de chiffrement, donc ça empêche à la banque de faire son travail aussi. Comme deuxième possibilité, c'est que
en tant qu'utilisateur, ou même si on travaille dans une organisation, mais on fait beaucoup utilisation des applications qui utilisent le chiffrement de bout en bout, comme WhatsApp, Signal, Telegram et d'autres, encore plus Facebook Messenger, si j'ai bonne mémoire, OK, qui protègent les informations qui sont transmises à travers ces plateformes-là. Donc, c'est quand même un moyen de garder les données confidentielles. Donc, si on arrête ça, c'est beaucoup de problèmes. On a dit tantôt aussi que le chiffrement, ça protège les données sensibles des utilisateurs, des entreprises. Donc, si les données sont plus protégées, donc c'est un moyen qu'on donne aux cybercriminels d'avoir facilement accès à ça. Donc, c'est un risque de cybercriminalité. Et autre chose qu'on peut aussi ajouter, ça permet aussi aux journalistes d'utiliser ou de transmettre de l'information dans des canaux sécurisés. Donc, vous savez qu'est-ce qui peut arriver quand un journaliste enquêteur a découvert un problème, l'a signalé et puis on impose de lui fournir ses sources, on l'arrête à cause de ça. Donc, c'est des choses assez graves. Il faut aussi protéger les militants des droits de l'homme qui parlent de ce que fait les régimes oppressifs. Je ne vais pas donner de nom, c'est assez dangereux. Donc, il ne faut pas affaiblir le chiffrement pour ça aussi. Et le dernier cas que l'on a, c'est quand même d'actualité. Mais si on n'a pas de chiffrement, je sais que vous êtes rendu compte aussi, il n'y a pas une fois qu'on parle de ce qui se passe pour la guerre en Ukraine que c'est... ils ont communiqué à travers Telegram. Donc, vous voyez, ils savent que c'est un outil quand même pour garder les communications secrètes. Donc, ils parlent toujours Telegram. Vous voyez, c'est assez important de garder ça encore. Et puis, en conclusion, là, je lis le message que Internet Society a fait sortir. Donc, le cryptage, c'est une caractéristique essentielle pour un Internet sûr et digne de confiance. Il protège les informations personnelles et également essentiel à la sécurité nationale. Ça protège la société contre les terroristes, les cybercriminels et les gouvernements hostiles. Mais malheureusement, le cryptage est menacé. On l'a dit tantôt là, certaines personnes veulent introduire des failles dans les systèmes de cryptage, ce qui rend le cryptage encore moins sûr pour tout le monde. Donc, il faut continuer à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut participer à la campagne de sensibilisation. Il faut peut-être les questions nous permettront de répondre un peu plus là. Mais je termine là-dessus pour vous dire Happy Encryption Day. Si vous avez des questions, j'espère que je suis capable de les répondre. Max, you have the board. D'accord, Blaise, je te remercie. Merci un peu pour la présentation et assez claire et assez fournie. Et encore une fois, je encourager les participants qui voulaient faire ça pour poser des questions dans le chat là. Et ils ont sollicité la parole et également si vous voulez parler pour poser des questions. Mais en attendant que nous recevons sollicitation de participants pour questions. Moi, j'ai deux questions et Blaise m'a posé. La première, c'est sur une remarque qu'on fait dans la présentation là, et que de plus en plus, les questions chiffrement et présenter un certain nombre d'enjeux géostratégiques. La question, c'est comment concilier besoin que le monde gagne ou bien l'entreprise gagne pour une question de confidentialité et protection de données et d'une façon générale avec besoin de l'État ou bien de un gouvernement qui voulait absolument contrôler et la vie et entreprise, contrôler la vie utilisateur, qu'on exactement tout ça qui a passé. Parce que je t'ai présenté dans map mondial là, et vraiment chiffrement les gouvernements prennent toute disposition pour assurer qu'il y a un contrôle données utilisateurs. Donc comment concilier et besoin d'une part utilisateur final avec entreprise avec besoin et gouvernement qui voulait contrôler absolument données et utilisateurs avec données entreprises. Merci Max, question assez stratégique et aussi pour le policy au niveau des bases de policy development. Moi, ce que je pense, c'est que, comme tu dis, la question c'est concilier, c'est-à-dire on est tous d'accord qu'il faut assurer cet équilibre-là entre ce qu'on doit protéger et aussi que
si on a un acteur malveillant qui utilise aussi cette même façon de faire pour commettre des forfaits, il faut arriver à avoir cet équilibre-là. Donc, c'est pas pour rien quand même que des entités comme Five Eyes qui sont considérées, qui est la liste des 5 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, et 2 autres encore que j'ai oublié leur nom là, mais cherchez Five Eyes là, vous allez voir quand même, écoute, qui collaborent ensemble dans le sens qui font, je peux dire, la surveillance. C'est-à-dire, comment on va s'assurer qu'à travers Internet, il n'y a pas des messages qui vont être, des messages qui vont constituer, par exemple, là, une menace pour le pays, une menace pour que le pays devienne plus une place à vivre, tu comprends? Donc, je pense que cet équilibre-là pour être assuré, d'abord, je peux dire qu'il faut que ce soit l'acteur, l'utilisateur ou les responsables étatiques des gouvernements, je pense qu'ils doivent intégrer les valeurs dans les orientations de politique. Là. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a besoin de protéger la confidentialité des informations des citoyens, mais en même temps aussi, il faut protéger quand même le pays contre le cyberterrorisme, contre pas mal de choses aussi quand même. C'est assez difficile. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même les valeurs d'intégration des valeurs de ces orientations-là dans les politiques de cybersécurité pour la sensibilisation. Je pourrais aussi dire quand même, il faut qu'il y ait quand même des approches législatives, c'est-à-dire comment les gens qui sont dans le Parlement, que les citoyens ont élus, eh bien, ces gens-là aussi développent des politiques qui encouragent ou qui facilitent cet équilibre-là. Et puis après, on n'a pas tous la recette. Là, il faut s'assurer qu'on facilite aussi un dialogue plus large pour s'assurer qu'on reconnaisse l'importance quand même du chiffrement, de la cybersécurité en général, pour protéger les données, donc, et aussi assurer une gestion responsable, c'est-à-dire c'était pas tous les utilisateurs quand même qui vont utiliser ce modèle pour faire la faute, pour commettre des actes ou pour amorcer les cas de cybercriminalité, mais quand même, il faut faire le dialogue. Pour moi, c'est ce que je peux vous dire, que Max, je sais que c'est une question assez difficile parce que simplement, c'est un débat actuellement. Oui, et merci Blaise, c'est bon, de toute façon, et non pas obligé de une réponse absolue à la question là qu'on a, mais ou ben nous des pistes et de réflexion qui est capable et tout au moins aider à alimenter le débat. Nous avons une question de Daphne concernant et Maplil Bou, il dit est-ce que il y a une banque de données consommateurs et haïtiens et qui côté données consommateurs haïtiens yo stocké. Si ça qu'a dit nous sur ça de façon bref, Blaise. Bon, je n'ai pas l'information malheureusement. Mac, je ne sais pas si tu as quelque chose. Est-ce que, par exemple, là, le projet de cash, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'information pour les données des consommateurs haïtiens. Malheureusement, je n'ai pas. Pas d'information. Tout, je suppose que probablement la Banque centrale a des instructions et pour banque sur comment pour sauvegarder, protéger données et confidentialité données et clients. Mais sinon, de toute façon, information, ça est difficile pour le public. Yeah. Et il y a un commentaire de Jim et qui dit, c'est sous question et problématique et chiffrement données et gouvernement versus individuel, il dit il doit aussi y avoir une sorte de consensus entre les États et les organismes de défense des droits humains. C'est un très bon point. Et question de check and balance pour que le gouvernement pas un highway pour faire ça ouvrir sans que personne ne pas questionner. Et sous prétexte qu'il y a protégé et citoyen. Et je me pose une dernière question, Blaise, avant de aller. Vous parlez de porte dérobée ou de backdoor.
Et en pile fois, c'est le gouvernement qui fait exigence à compagnie. Et pendant longtemps, nous étions en pile discussion de Apple qui dit le pas accès, etc., etc. Mais en réalité, nous-mêmes utilisateurs, nous ne savons pas connaître. Les accès ou bien les pas accès. Nous tendons en pile et problème et pour vendeurs, équipement réseau, tout à coup Cisco. Le problème là, c'est que backdoor, une fois que vous mettez pour agences gouvernementales et CSA, FBI, CIA, ont accès et à l'insu de l'entreprise ou bien de l'individu, acteurs malveillants ont accès à eux même tout. Donc, comment balancer toute base ça? Comment balancer toute base ça? Côté gouvernement, met ton backdoor, soi-disant pour protéger les citoyens contre menaces et sous question de sécurité nationale. Et puis, même backdoor, ça est capable de servir et acteurs malveillants pour voler l'argent, pour voler les données, etc. Oui, Max, c'est un peu comme la question de tantôt. Moi, comme je disais, écoute, moi, je peux pas dire que je suis pour. Écoute, ça m'aurait quand même fait beaucoup de mal si je sais que j'utilise un équipement et là-dedans, il y a un backdoor qui permet, par exemple, je prends l'exemple de mon téléphone, là, qui a déjà un backdoor là-dessus qui permettrait à la police de venir fouiller là-dedans après. Là. Et ça me dérange beaucoup en tant que consommateur quand même. C'est un débat, c'est une réflexion qu'il faut continuer à avoir. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, les gens qui sont qui sont élus dans le pays dans un pays pour nous faciliter à avoir des lois qui protègent et les citoyens et aussi assurer la sécurité du pays. Parce que moi je suis d'accord. Je suis d'accord aussi qu'on ne peut pas laisser un cybercriminel utiliser aussi ça et accomplir ses forfaits facilement. Je suis d'accord aussi si c'est un cybercriminel qui a volé toutes mes données et puis il garde quelque part et puis après il faut qu'on aille fouiller dans cet ordinateur de ce cybercriminel-là pour pouvoir, je ne sais pas, l'amener en cours ou la condamner. Je ne dis pas que ça ne doit pas être fait parce que sinon, il va y avoir quelqu'un, ça va être quelque chose de deux poids, deux mesures. Moi, je suis la victime et puis le cybercriminel, il reste quand même dans sa chambre, dans son coin, sans être pénalisé. Il faut avoir cet équilibre-là, ce juste équilibre-là. Comment l'avoir? Franchement, je pense que nos gens, nos élus, là, ils doivent nous aider beaucoup à travers ça. Je ne sais pas si je ne deviens pas un élu, un juge, je ne pourrais pas réfléchir, mais les gens qui ont la force de dire comment on aide, écoute, les élus en général, on sait qu'ils travaillent beaucoup avec nous aussi parce qu'ils ne savent pas tout quand même, mais il faut continuer à faire les débats. Très bien, Blaise. Là, pour une dernière question, et Ricardi, alors, ça, c'est tout un débat, même bien content, Ricardi pose des questions, ça, c'est sous question et data center. Il y a des gouvernements qui allaient aussi loin que ça pour exiger que des données auraient été dans le pays. Maintenant, question, Ricardi, son question pour moi en privé, mais comme moi, elle pose l'autre question en public, moi, me pose lui. Est-ce que le gouvernement nous a des capacités pour comprendre ou bien connaît l'importance du centre de données en Haïti? Je pose des questions comme ça, Blaise, juste dis-nous son pensée sans entrer dans la personnalité. Sous question. Ben, je peux répondre à Ricardi pour dire non, ils ne l'ont pas encore compris. S'ils l'avaient compris, il y aurait quand même eu des initiatives pour le permettre que ça arrive. Pour moi, il faut sensibiliser. Là, on sensibilise aujourd'hui sur le chiffrement, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut sensibiliser en Haïti. D'accord, Blaise. On a prêté sur le dernier point ça. Et merci encore une fois, Blaise, pour la présentation là et pour l'interaction que nous avons gagnée avec l'échange que nous avons gagné avec les participants. On a passé rapidement à la prochaine présentation. La prochaine présentation, c'est M. Berwitt François qui va présenter pour nous. Après une longue carrière en Haïti, dans le domaine technologie, information et communication et dans le domaine et sécurité, et M. Berwitt François Kounia a travaillé comme consultant et en sécurité, en cybersécurité dans la région Montréal-Latou. Et bon, ça, en parenthèse, ça dit un pile bagaille sur ressources que nous gagnons qui forment, y compris dans la cybersécurité qui travaille à l'étranger. Et
Et M. Berwitt François, il a plusieurs certifications et de nombreuses années d'expérience dans le domaine cybersécurité et c'est dans le domaine ça que la travaille et j'en ai dit ça et à Montréal actuellement. Donc, il va parler nous et sur le sujet ça, comment protéger ces données et nous allons attendre même si j'en ai fait avec attention pour Blaise. Pendant la présentation, on m'a invité nous poser des questions dans le chat room là, et après la présentation, nous sommes capables de solliciter la parole pour nous poser des questions. Donc, Berwitt, ou des gens sont avec nous, moi invite à prendre la parole. Merci en pile de ce côté accepter et répondre à l'invitation. Et merci en pile à nous tous qui là dans la session ça pour nous suivre et présentation ça à l'occasion de la journée mondiale du chiffrement. Berwitt, vous avez la parole. Merci, Max. Nous mettons comme co-host pour partager les présentations là et Berwitt. D'accord. Merci. Merci Max. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de la cybersécurité dans le cadre du mois, on va dire, de la cybersécurité axée sur la cryptographie, sur le chiffrement. Et ce matin, avec ma présentation, je vais continuer en fait le travail que Blaise vient de commencer. Je vais être un peu plus pratique. Blaise a parlé du chiffrement. Moi, je vais vous parler un peu donc, de chiffrement, oui, au repos, à transit. Et aussi, je vais vous parler de l'aspect pratique du chiffrement, de la protection des données qui est la classification. Je vais vous partager mon slide. Voilà, dans un premier temps, donc, on va faire un petit rappel sur les principes fondamentaux de la sécurité, mais je crois que ce n'est pas la peine de les répéter puisque Blaise vient de les énoncer et je sais que vous les connaissez. Vous avez bien écouté la présentation de Blaise, à moins qu'il y ait un intervenant qui voudrait faire un petit rappel sur les propriétés de la sécurité informatique, les propriétés cryptographiques dont Blaise a parlé, à savoir la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Donc, en fait, ces propriétés-là constituent, on va dire, le pilier, les piliers de la sécurité informatique. On ne peut pas parler de sécurité informatique sans penser à la confidentialité, qui est le fait de s'assurer que le message transmis entre A et B, pour reprendre l'exemple de Blaise, reste confidentiel, reste entre l'agent A et B. On ne peut pas non plus penser sécurité sans parler d'intégrité, qui est cette propriété qui empêche à quelqu'un qui externe à la communication qu'il y a eu entre A et B de modifier, on va dire, le message, de modifier la communication. Si, on va dire, l'utilisateur A envoie un message à l'utilisateur B, il ne faut pas que l'utilisateur, on va dire, C, qui est externe à la conversation, qui est, qu'on va appeler un attaquant ou je ne sais pas, il ne faut pas qu'il soit capable de modifier le contenu du message, soit de faire un rejeu, d'envoyer le message 2 heures plus tard, ou soit de modifier un bit du message. Donc, cette propriété-là, quand elle n'est pas respectée, on dit que le message n'est pas intègre. Aussi, nous savons que tout système informatique, ce qu'il caractérise, c'est la disponibilité. Donc, il faut protéger les systèmes, les données, pour que le système soit disponible, on va dire, à 99,99% en fait. Et c'est, en fait, aujourd'hui, on va dire, c'est l'assurance que les cloud providers ils donnent.
Maintenant, le deuxième point concerne les données au repos, en transit ou en utilisation. Donc, Blaise vous a parlé des différents types de chiffrement qui existent pour protéger les données quand ils sont au repos, c'est-à-dire quand ils sont sur vos disques durs. En transit, ça revient au même exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire A envoie un message à B. Le message qu'il envoie là donc, est en mouvement, c'est un message en mouvement. Il faut utiliser des mécanismes, des protocoles, genre TLS pour protéger cette information, ou aussi quand vous utilisez vos données, donc les données supposons que vous êtes en train de travailler sur un fichier Excel, il ne faut pas que quelqu'un puisse être capable de s'introduire et de modifier le contenu et de ce données. Après, on verra la classification. Donc, la classification, c'est, on va dire, ça va être l'aspect pratique de ma présentation. Je vous expliquerai pourquoi. Après la classification, nous verrons le durcissement des systèmes informatiques, que ce soit les réseaux, que ce soit les systèmes d'exploitation, que ce soit de l'application aussi. Et après, c'est la fin de la présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose à propos des propriétés, des principes fondamentaux de la Sécu? En guise de rappel, pour valider sa compréhension de la présentation de Blaise. Il y aurait quelqu'un à faire un petit rappel, juste 30 secondes? Ben oui, je pense que tu as présenté globalement les différents aspects, donc tu peux avancer. C'est bon, merci, on continue. Voilà, là, je tombe directement sur le troisième point de ma présentation qui est, on va dire, la classification des données. La classification des données, bon, pour plus d'un d'entre vous, je pense que c'est, on va dire, c'est nouveau. Mais je vous dis en ce matin qu'il est impossible de protéger ces données sans passer par cette étape-là. Souvent, on se met à protéger les données, à installer des équipements de sécurité, à mettre des firewalls partout, des IPS, des IDS, mais en fait, on ne pense pas à classifier les données. C'est quoi la classification des données? Donc, la classification des données, c'est le processus qui permet de dire, bon, écoute, je veux sécuriser telle ou telle donnée, bon, pour une compagnie X. Mais avant de sécuriser, avant de commencer le processus de sécurisation, je dois pouvoir établir, je dois pouvoir classer ces données par ordre de priorité, par ordre d'importance. Par exemple, une compagnie qui gère des données, on va dire, publiques, des données qui peuvent être sur un site web, je vais devoir poser la question, est-ce que ces données méritent d'être sécurisées, puisque c'est des données publiques, puisque c'est des données qui seront accessibles à tout le monde. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quel est l'avantage à tirer de ça? Pourquoi sécuriser les données? Pourquoi classifier les données? Quel est l'avantage qu'il y a qu'il y a en classifiant les données? Donc, on classifie les données, c'est pour assurer, on va dire, leur protection. Donc, pour protéger des données qui sont sensibles à la compagnie, c'est-à-dire sur les données des clients. Si on prend l'exemple d'une banque, la banque gère, on va dire, des données confidentielles des clients. Quand on prend un numéro de carte de crédit, c'est une donnée confidentielle. Quand on prend, par exemple, le numéro de compte du client, c'est encore une donnée confidentielle. L'adresse du client, c'est des données confidentielles. Le numéro de sa carte SIM, c'est des données confidentielles. Ces données-là, on appelle des PII. Ce sont des données qui identifient chaque personne. OK? Donc, c'est des données sensibles. Ces données-là, ils méritent, on va dire, un traitement à part. Et puisqu'elles méritent un traitement spécial, on va dire, où est-ce qu'on doit héberger ces données? Est-ce que ces données doivent se retrouver sur l'ordi
d'un employé? Est-ce que ces données doivent se retrouver sur un serveur de la compagnie? Est-ce que ces données doivent se retrouver sur le cloud, sur un cloud privé ou sur un cloud public? Ce sont des questions à se poser. Et aussi, qui est-ce qui peut accéder ou modifier ces données? Un utilisateur avec les droits standards, on va dire, est-ce qu'il doit pouvoir accéder et modifier les données de client? Ou est-ce que c'est un super utilisateur, un utilisateur avec des droits élevés qui doit pouvoir faire ça? Et si on arrive à perdre ces données, quel impact que ça aurait sur la vie de la compagnie ou sur la personne et ou sur la personne et sur la vie de la compagnie ou sur la personne qui est directement concernée par ces données. Et aussi, l'autre avantage qu'on tirerait, bon, malheureusement, ce n'est pas applicable dans notre cas en Haïti, on va dire, ce n'est pas encore applicable, certains d'entre eux, et c'est la conformité. Donc, on va classifier les données, c'est juste des exigences de conformité. Les entreprises et surtout les banques qui travaillent avec les codes de crédit, ils sont soumis à des normes de PCI DSS que Blaise a soulevé tout à l'heure. Et les entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé, ils sont soumis aussi par le HIPAA, OK, HIPAA. C'est des, on va dire, c'est des, on va dire, c'est des règles qui existent dans le secteur de la santé. Donc, ils disent, bon, écoute, si vous utilisez des données des clients, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. Et si vous êtes aussi en Europe, et vous allez être soumis au RGPD qui concerne l'Union européenne, on va dire, c'est des règlements encore qui concernent la sécurité et des données. Maintenant, que disent ces règles, en fait? Je ne vais pas toutes les considérer, mais en fait, on va considérer le PCI DSS qui concerne les codes de crédit. Maintenant, ces règles-là, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, pour être conforme au PCI DSS, ils vous disent, bon, écoute, vous devez avoir un pare-feu au niveau de votre compagnie. Donc, vous devez avoir un pare-feu pour protéger les données des titulaires de votre carte, des codes de crédit. Donc, écoutez, on gère des informations qui sont sensibles, les adresses des clients, les transactions des clients, les comptes des clients, c'est quand même des données sensibles. Il faut filtrer, on va dire, toutes les connexions entrantes, sortantes, il faut tout filtrer, il faut ajouter une couche de sécurité. Eh bien, cette norme-là vous dit, écoute, premièrement, il faut avoir un pare-feu. Et aussi, il vous dit aussi, les équipements que vous utilisez, que ce soit des équipements réseau, que ce soit des ordi, des serveurs, des applications, il faut faire en sorte de ne pas utiliser les configurations par défaut. Donc, vous êtes tous en technologie. Quand vous achetez un routeur, par exemple, il y a toujours une config par défaut. Pour accéder à tel ou tel type de routeur, ça prend un mot de passe admin, ça prend un user admin, un mot de passe admin, ou ça prend un 192.168.0.0.0.1. Tout le monde connaît ces configurations. Eh bien, cette norme l'a dit, il ne faut pas utiliser ces configurations par défaut. OK? Aussi, il vous dit, bon, les données des titulaires des cartes et bancaires, il faut les protéger. Il faut protéger ces données, il faut employer plusieurs mécanismes de protection. Et quand vous transmettez une donnée à quelqu'un de votre compagnie ou à quelqu'un à l'externe, il faut utiliser des mécanismes pour protéger ces données. Il faut utiliser, pour répéter la présentation de Blaise, il faut utiliser le chiffrement. Le chiffrement va revenir à chaque fois. Et aussi, un point aussi important, ça concerne les anti-malware, les logiciels d'antivirus, il faut les mettre à jour. Non seulement les antivirus, il faut les mettre à jour, mais aussi les mises à jour des applications, des systèmes d'exploitation, les applications que vous utilisez. Si vous utilisez, par exemple, Adobe Reader pour remplir des formulaires, mais il faut veiller à mettre à jour cette application. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faut le mettre à jour. Sinon, un malveillant, peut exploiter les failles qui existent sur cette application ou s'il s'agit de notre système, sur le système.
OK? Maintenant, et souvent, ce qu'on voit dans certaines organisations, malheureusement, il n'y a pas un processus de gestion des identités, ce qu'on appelle IAM en anglais, Identity and Access Management, ou GIA, qu'on dit en français, gestion des identités et des accès. Il n'y a pas ça. L'employé X peut se connecter sur l'ordi de l'employé Y. Eh bien, c'est en fait cette norme-là, donc elle met un accent sur ce processus-là, sur la GIA. Eh bien, chaque utilisateur doit avoir un identifiant pour accéder à un ordinateur. OK? Et puisque ce processus-là est mis en place, la gestion des identités et des accès, eh bien, il faut avoir un mécanisme pour suivre, pour surveiller les accès qu'on a aux ressources, que ce soit aux données, que ce soit aux réseaux, que ce soit aux bases de données qui gèrent les applications. Et en dernier lieu, cette norme l'a dit aussi, c'est bien d'avoir tout ça en place, mais il faut faire des tests. Il faut faire des tests, il faut faire des audits, il faut maintenir une politique de sécurité à jour pour pouvoir gérer tous ces aspects-là, pour pouvoir gérer tout le personnel travaillant, on va dire, dans le secteur des cartes bancaires. Donc là, j'ai pris un exemple du PCI DSS, donc, pour vous montrer tout le mécanisme qui est mis en place pour la protection des données. Le PCI DSS, comme je disais en intro, concerne les codes bancaires. Donc, il y a d'autres normes et que, dépendamment du secteur, pour chaque secteur, il y a une norme qui est associée. Il y a une norme qui est associée, donc il y a des règles, c'est pas juste je travaille dans le domaine de la santé, je récupère des informations qui concernent le patient, je les gère comme je veux, comme je peux, mais non, il y a des standards, il y a un ensemble de politiques en termes de sécurité à mettre en place pour protéger les données. Maintenant, comment se fait la classification des données? Ça passe d'abord par une politique. OK? Donc, je ne connais pas trop chaque personne, on va dire, sur le chat de manière individuelle, mais si vous travaillez pour une compagnie, il faut que vous mettiez en place une politique qui va vous permettre de classifier les données. Et dans cette politique-là de classification, vous allez définir vos objectifs. Vous allez dire la politique de classification qu'on veut avoir, qu'on veut mettre en place, voilà sa portée. OK? Et en définissant les objectifs, vous allez plus loin dire voici ceux qui seront les propriétaires des données. Et vous savez, donc, les données, donc, il y a plusieurs types de personnes à pouvoir accès aux données. Donc, on va les voir tout à l'heure. Donc, il y a le propriétaire de la donnée, il y a ceux qui gèrent la donnée. Souvent, nous, ceux qui sont des informaticiens de la salle le savent très bien. Donc, les informaticiens, et bon, en fait, on n'est pas des propriétaires, mais les informaticiens ne sont pas les propriétaires des données ou de la donnée, mais les informaticiens mettent en place des mécanismes qui aident les propriétaires à gérer les données. Donc, si vous travaillez, on va dire, pour une institution, donc le propriétaire de l'institution, on va dire le chef du département et pour lequel vous travaillez, donc il sera le propriétaire de la donnée. Mais vous-même, en tant que technicien, donc en tant qu'informaticien, on va dire que vous êtes le custodian. C'est vous qui allez mettre en place les mesures de sécurité, définir alors regarder si le contrôle d'accès aux données est respecté, c'est-à-dire tel utilisateur, il doit accéder à tel groupe ou il doit accéder à telle application. Est-ce qu'il n'a pas plus que ses droits? Est-ce que ses droits sont bien attribués? Ou est-ce qu'on n'a pas donné à cet utilisateur-là plus de droits?
et qu'il lui faut? Est-ce qu'on doit avoir une politique de révision, on va dire, d'accès? Si oui, cette révision d'accès-là, on va dire, elle doit se faire chaque 3 mois, chaque 6 mois. Donc, c'est votre rôle en tant que custodienne de définir tout ça. Et au bas niveau de la chaîne, on a l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est la personne qui va créer la donnée. Donc, et si la personne travaille sur Word, elle va créer, on va dire, une donnée sur Word et au final, elle doit pouvoir attribuer une classification à cette donnée-là. Maintenant, et cette politique-là, la classification, elle vous permet d'identifier les données sensibles dans la mesure où vous dites telle donnée, c'est une donnée, telle donnée, c'est une donnée publique, c'est-à-dire c'est une donnée qui peut se retrouver ou qui va se retrouver sur un site web. Cette donnée-là, elle n'a pas besoin, on va dire, de grands moyens. On n'a pas besoin de déployer un grand moyen, de grands efforts pour le protéger. Quand vous aurez terminé de rédiger votre politique de confidentialité, donc cette politique-là, c'est un document qui sera utilisé à l'interne, eh bien, on va dire c'est un document à usage interne, c'est-à-dire elle ne doit pas dépasser le périmètre de l'organisation, elle doit être utilisée à l'intérieur de l'organisation. Donc, elle peut être vue par tous les employés. Et si c'est une information qui concerne, on va dire, les ressources humaines reçoivent des CV, des postulants. Donc, un CV, c'est une information confidentielle. Donc, c'est une information qui doit être classifiée confidentielle. Et je reviens à l'exemple d'une banque qui gère des coordonnées, des numéros de carte de crédit, des adresses des clients, des adresses email. On va dire que c'est des données qu'on peut classer hautement confidentielles, les coordonnées, les numéros de carte de crédit. Et chaque entreprise aussi a des données que si ces données-là arrivent à être divulguées, ça va, on va dire, ça peut occasionner la chute de la compagnie. Donc, on va ces données-là, on va les classifier secrets. Donc, ceci, c'est pour vous expliquer les différents, on va dire, labels, les différentes étiquettes qu'il peut y avoir en classifiant les données. Et ça peut partir du moins, on va dire, on parle des données qui ont la moindre importance en termes de sécurité. Donc, les données publiques, c'est des données et que vous voyez sur les sites web des compagnies. Donc, il n'y a aucun problème à ce que ces données se retrouvent sur le téléphone, on va dire, de quelqu'un. C'est des données publiques, c'est des données qui sont accessibles à tout le monde. Et les données à usage interne, donc ce sont des données qui sont conçues pour être utilisées à l'intérieur de la compagnie, comme les procédures qu'il y a au niveau de la compagnie, le code d'éthique, le code de sécurité physique, c'est des données qui doivent être utilisées à l'intérieur de la compagnie. Ces données-là ne doivent pas sortir, on va dire, de la compagnie, mais écoute, s'il y a une divulgation, ça ne va pas causer, ça ne va pas occasionner, on va dire, ça ne va pas faire de grand mal, ça ne va pas causer un dommage, on va dire, important à la compagnie. Maintenant, les données confidentielles, oui, c'est quand même des données importantes et ces données-là, il faut les chiffrer. Donc qu'ils soient au repos, qu'ils soient en transit, il faut les chiffrer. Ces données-là se réfèrent, on va dire, souvent au salaire des employés. Vous savez tous que le salaire, c'est quelque chose de confidentiel. Les numéros de téléphone, un numéro de téléphone, c'est quelque chose de confidentiel. Le numéro SIM, c'est une donnée confidentielle. Donc, les données qui se rapportent, on va dire, à la situation sanitaire de quelqu'un ou d'un employé, c'est une donnée confidentielle. Cette donnée-là doit être bien protégée. Et les données secrètes, on va dire, si quelqu'un a été, on va dire, incarcéré pendant une période X, c'est une donnée qui doit rester secrète.
Donc, ça fait le tour de la classification. Donc, pour sécuriser une donnée, il faut dans un premier temps, qu'on soit capable de dire, cette donnée-là, on va appliquer tel, on va dire, type de classification. Et quand on classifie les données, là, on va dire, cette donnée-là, on va le stocker sur un cloud public. Ou cette donnée-là, donc, elle est trop sensible, on peut pas la mettre sur un cloud public, on va plutôt la mettre sur un cloud privé. Tout ça, ça va dépendre des moyens, évidemment, de la compagnie pour avoir un cloud privé. Ou ces données-là, elle est tellement sensible, elle ne va pas dépasser le périmètre de la compagnie. On va mettre en place des mécanismes qui nous permettent de la stocker, en local, mais écoute, on va répliquer les serveurs et on va augmenter notre sécurité physique. On va garder ces données, normalement et localement au niveau de notre réseau local. Maintenant, une fois qu'on aura fait ce travail, l'autre aspect, le dernier point que je vais toucher ce matin, c'est le durcissement, le hardening des systèmes. Donc, il faut durcir les systèmes. Donc, c'est bien de classifier les données, c'est bien de dire tel ou tel type de données. Donc, je vais le garder sur mon serveur, mais en termes de durcissement, si l'accès à mon réseau, on va dire, n'est pas protégé, donc ça ne sert pas à grand-chose. En fait, le durcissement, c'est une sorte de renforcement qu'on va mettre au système pour réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et par surface d'attaque, on va dire c'est une faille. La surface d'attaque peut être une faille qui existe sur le système. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un routeur qu'on a gardé avec les configurations de base, les configurations par défaut. Eh bien, ça peut être une surface d'attaque. Donc, j'ai un mot de passe par défaut, un user par défaut que tout le monde connaît. Eh bien, donc, on n'a pas besoin d'être un pirate là pour accéder à ce routeur. N'importe quel, un enfant de 10 ans peut accéder à votre réseau. Il sait que pour tel type de routeur, le mot de passe par défaut, c'est admin. Alors, le user par défaut, c'est admin. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il va s'introduire dans votre réseau. Eh bien, en fait, pour durcir ce réseau, on va dire, il faut avoir un firewall, c'est bien, mais ce firewall-là, il doit avoir, les règles doivent être bien, et on doit bien configurer, on doit bien mettre les règles en place. Il faut avoir des IDS et des équipements qui détectent les intrusions. Il faut avoir des équipements aussi qui protègent contre les intrusions. Donc, il faut avoir des VPN pour favoriser donc, les accès à distance au réseau. Les accès à distance au réseau, donc, on va dire, ils doivent être sécurisés donc, pour empêcher à ce qu'un intrus, un pirate accède au réseau. Il faut que les logs aussi, il faut qu'on ait un certain contrôle sur les logs. C'est-à-dire, vous avez dans votre système plusieurs applications qui émettent des logs, plusieurs serveurs qui émettent des logs. Pour pouvoir avoir un meilleur contrôle, il faut que ces logs-là soient centralisés quelque part. Donc, c'est le rôle du SIEM. Okay? Quand ils sont centralisés, on peut faire de la surveillance, on peut journaliser. Donc, le SIEM va gérer ça. Et aussi, il y a un dernier aspect qui est le Zero Trust. Et bon, en fait, c'est le fait de, comme son nom l'indique, de faire confiance à aucun ordinateur. Si vous avez un réseau qui a 100 ordinateurs, c'est comme pour communiquer, et si un ordinateur X doit communiquer avec un ordinateur B, il faut que vous soyez capable d'autoriser ce flux. Donc, ça, c'est la micro-segmentation. Donc, si vous n'autorisez pas un flux entre l'ordinateur X entre l'ordinateur X et l'ordinateur B, il n'y aura pas de communication. Donc, et comme ça, là,
vous êtes sûr que votre réseau est protégé, vous ne faites confiance à personne, vous ne faites confiance à aucun équipement. Donc, pour durcir les serveurs, donc, il faut installer les antivirus que vous connaissez. Non seulement il faut les avoir, c'est bien beau, mais il faut qu'ils soient aussi à jour. OK, il faut qu'ils soient à jour, bien configurés. Il y a aussi les data loss prevention. Donc, les data loss prevention, c'est un outil qui va aider à la classification de données. Le data loss prevention, qu'est-ce qu'il va faire si un employé X essaie de transférer une donnée sensible? Donc, je ne vais pas dire donnée sensible, puisque vous avez compris la classification, je vais dire une donnée confidentielle, hautement confidentielle ou secret à son compte email personnel, eh bien, ça doit envoyer une alerte, ça doit dire, ah, écoutez, attention, vous êtes en train de transférer une donnée sensible à une adresse privée, à une adresse externe, eh bien, ça doit bloquer ce transfert. Si quelqu'un essaie de prendre une base de données quelconque et de le transférer à l'externe, eh bien, le DLP doit dire, oups, je dois bloquer, on va dire, cette transaction parce que il y a de la donnée quand même sensible, il y a de la donnée confidentielle, il y a de la donnée, on va dire, hautement confidentielle qui est en train d'être transférée à quelqu'un d'autre à l'extérieur, il doit bloquer. Maintenant, si vous essayez de transférer une donnée publique, c'est-à-dire une donnée qui peut se retrouver sur LinkedIn, une donnée qui peut se retrouver sur une page web, vers un compte, on va dire, perso, ça ne va pas bloquer l'opération. Et comment est-ce que le système, on va dire, le DLP va savoir que c'est une donnée secrète, c'est une donnée confidentielle? C'est parce que, et au préalablement, vous avez appliqué un label et à la donnée, vous avez classifié la donnée, vous aviez dit tel type de donnée, c'est une donnée secrète, c'est une donnée confidentielle. Au niveau des bases de données aussi, vous pouvez les durcir, les systèmes d'exploitation, les durcir en configurant par exemple un lockout policy pour quelqu'un qui essaie d'accéder à un serveur. Donc, si la personne fait 10 tentatives, bon, 10 c'est trop, mais si la personne fait 5 tentatives, 5 mauvaises tentatives, eh bien, ça doit bloquer l'accès à la ressource. Si la personne essaie de se connecter avec un mauvais user à une base de données. Donc, une base de données, c'est quand même sensible. Après 3 transactions, vous dites arrêtez, bloquez ce compte. Donc, si la personne essaie d'y accéder avec un mauvais mot de passe. Donc, c'est le côté pratique pour, comme je vous ai dit au début, pour protéger les données. Donc, ça passe dans un premier temps par une sorte de classification, donc, qui est une identification des données ou de la donnée. Donc, la donnée avec laquelle je suis en train de travailler, et elle est de quel type? Est-ce que c'est une donnée sensible ou est-ce que c'est une donnée qui n'a pas une trop grande importance? Si c'est une donnée qui n'a pas une trop grande importance, ça ne sert à rien de dépenser pour sécuriser cette donnée. Mais par contre, si c'est une donnée secrète, il faut mettre en place tous les mécanismes, en fait, un ensemble de mécanismes de sécurité pour sécuriser cette donnée. Et si aussi c'est une donnée interne, est-ce que ça vaut la peine de mettre en place un système, on va dire, qui coûterait beaucoup d'argent pour sécuriser ces données. Et on a vu le durcissement. Donc, le durcissement, c'est le processus et par lequel on arrive à restreindre l'accès au réseau, à restreindre l'accès aux applications, à restreindre l'accès à la base de données, bref, à restreindre l'accès au système en général. Voilà, et pour ma présentation, si vous avez des questions, je pense qu'on peut les prendre. Merci beaucoup, Berwitt, et pour la présentation, et était assez clair et précise sur et classification pour qui ça est important, et puis durcissement et système qui tout aussi est important.
Alors, il y a une question dans le chat là, nous allons prendre là après. Et même nous avons une question et pour Uber 8, pendant que nous avons invité tous les membres et qui ont participé dans la session ça, si vous avez des questions, vous pouvez poser dans le chat là, vous pouvez solliciter la parole également pour vous et poser des questions d'intérêt pour vous. Alors, question là, Uber 8 et de et aspect qui est lié à régulation, à politique et protection de données qui dépendent dans ces deux secteurs. Par exemple, on parle de PCI pour le secteur financier. Donc, on est par exemple en Haïti, étant donné que banques, institutions financières, ont une obligation, et enfin, ça qui accepte les cartes de crédit, mais il y a de l'autre obligation tout vis-à-vis de DRH et un habit secteur financier pour mettre en place et pour ces deux mécanismes pour satisfaire à exigence. Et dans le secteur santé, pas presque une exigence. OK? L'institution qui fait lieu, c'est parce qu'il y a des projets avec des organisations de financement qui exigent ou fait ça. Maintenant, dans le contexte, qui est faible, à cause de faiblesse qui est dans la question, et régulation, et faiblesse qui est au niveau de policiers, et faiblesse qui est tout au niveau de moyens. On ne peut pas battre nos mentir. Et il y a pile et petites et moyennes entreprises qui ont droit considérer et un mécanisme de sécurité comme un luxe. Qui message en tant qu'expert pour ta gagner pour et gouvernement en Haïti et pour les chefs d'entreprise sur et question ça, étant donné contrainte non identifiée. OK, Maxime. Et merci pour la question, mais en fait, c'est bien malheureux que le domaine de la sécurité en Haïti, donc c'est un domaine, on va dire, qui je peux dire, qui est au stade qui est à sa genèse, là. OK? Parce que les utilisateurs, les chefs de compagnie, les politiques, ils ne sont pas encore touchés par la sécurité, par cet aspect-là, la sécurité informatique. Ou dire la question là, donc sécurité, donc, ça coûte un pile tout, en fait. C'est-à-dire, aspect, ça permet de comprendre qu'il y a des compagnies qui ne sont pas privées et implémenter, on va dire, certaines mesures de sécurité. Comme par exemple, pour avoir SIM, c'est quelque chose qui coûte. OK, même un firewall, on va dire, il y a certaines compagnies qui sont difficiles pour que ça. Maintenant, c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose qui, on va dire, en termes d'équipement, en termes de ressources aussi, et ça coûte. Maintenant, dans le domaine médical, malheureusement, et sécuriser les données des patients, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et même le patient, il n'est pas connaît que donner lui c'est de données comme si qu'il doit traiter avec soin. Et maintenant, on passe pour que résoudre le problème, ça, c'est à passer dans un premier temps par de la sensibilisation. On passe sensibilisation, c'est travail ça que ISOC a fait matin, sensibiliser sous sécurité informatique. En fait, c'est pas seulement Haïti qui a fait, donc, et Journée mondiale, ça, c'est partout dans le monde et que l'y a célébré. OK, donc, toute compagnie, toute entreprise, je gagne des messages de sensibilisation que vous voyez, les clients, tout le monde, moi, recevoir des messages de sensibilisation, de fournisseurs d'accès Internet, que ce soit sur Amazonage, etc. Chaque compagnie, il y a un message que vous voyez et les clients, les gouvernements. Donc, même passé, donc, pour ça qui concerne nous en Haïti, c'est dans un premier temps sensibiliser nos techniciens, les professionnels de l'informatique, sensibiliser les utilisateurs sur l'importance que données au gagné. Donc, lorsque vous prenez données médicales, c'est quelque chose qui est sensible. Donc, si on arrive à gagner et record ça, on connaît information santé, il y a pile de bagages que le capable de faire.
avec données ça, c'est sensibiliser mon dans un premier temps et par la suite, mon ça il va mettre pression à l'institution pour que protéger données. Et moi, personnellement, je trouvais que, on va dire, public, la population, il manquait exigeant par rapport à certaines choses. Donc, si nous sommes exigeants par rapport à certaines choses, donc, l'institution, il est obligé et couper à exigence nous et même au niveau du gouvernement aussi, l'État est obligé et il y a des mécanismes en place pour répondre avec ça. C'est parce que dans un premier temps, donc, nos données ne sont pas sécurisées. Bon, ça n'a pas dit rien. OK, ça ne va dire rien, personne rien et que ça passe ainsi. Nous pensons, donc, moi-même, solution, c'est le travail ça que nous avons fait. Et nous pensons que chaque monde qui est là capable de répliquer le travail ça à d'autres personnes, que ce soit au niveau de l'église, au niveau de travail, essayer de faire des séances de sensibilisation et ça peut changer et la donne d'ici quelques années. Et aussi, ce que je dois dire, donc, c'est pas vraiment, bon, c'est pas une note pour vous dire qu'on est satisfait de situation. Nous, donc, ce débat-là, on passait, donc, 10 ans de cela, l'étape difficile pour nous gagner. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit progrès qui vous fait, mais ça va pas suffire. Il faut nous aller plus dans ce sens. Très bien, Berit. Merci pour élaborer pour ça. Et une question dans le chat là, et de Nathanaël, pour qui ça c'est jeudi à célébrer journée et chiffrement. Alors, pour répondre à la question ça, et que en général, le mois d'octobre là, c'est un mois qui est consacré à mois sous cybersécurité. Et donc, les chiffrements c'est des outils qui tombent dans le cadre et travail sur et sécurité, sur problématique cybersécurité. Donc, je choisis un jour pour sensibiliser et tout acteur dans l'écosystème sur l'importance et un chiffrement. Et l'autre question qui est là, et c'est une question pas bien ouais dans mon nom, mais il paraît tant que Alcatel One Touch, donc proposer une question et pour lui, et est-ce que si moi suis étape et une après l'autre, est-ce que données m'a protégé à 100%? Et pour oui, ben oui. Est-ce que n'a pas protégé données à 100%? M'a commencé par le dernier élément et ma question là à 100%. C'est pas pour vous faire peur, mais la sécurité à 100%, ça n'existe pas. OK, ça n'existe pas. Donc, si quelqu'un vous dit que mon système, on va dire, il est sécurisé à 100%, bon, dites-lui que c'est pas vrai. Il n'existe pas de système, on va dire, sécurisé à 100%. Et en fait, c'est ça qui fait un mot ça qui existait dans la sécurité informatique, ou capable de mitiger, en fait, OK, ou capable de mitiger et, on va dire, risque. OK? Si vous faites tout ça, donc, ou sûr que, bon, on va dire, à un pourcentage qui est plus élevé, vous protégez de données. Mais pas oublier, en sécurité, il y a la contribution humaine. Donc, l'humain fait partie de cette chaîne et l'humain constitue le mauvais maillon, en fait. C'est le maillon faible de la chaîne et il faut toujours sensibiliser. Par exemple, un humain peut passer sur un ransomware là ce matin. Bon, écoute, il se comporte bien, mais demain, écoute, le pirate là, il décide de faire autrement, il décide de mieux maquiller son attaque d'ingénierie sociale et la personne là, elle va cliquer. Elle va cliquer et ça va ouvrir, on va dire, une porte pour accéder à vos données. Est-ce que ce n'était pas sécurisé? Donc, pour vous dire aussi qu'il y a un travail de manière continue qui doit être fait pour protéger les données. Très bien, ben oui, merci un pile pour la présentation ça. Merci un pile à nous tous qui étaient là. Nous avons une dernière question. Nous avons une dernière question, ça, mais vraiment, et derrière, comme on dit. Et c'est qui Jean ouais avenir cloud là qui a monté à force dans le jour ça par rapport avec la sécurité
qui a augmenté tout chaque jour. OK. Bon, en fait, pour commencer, c'est que le cloud, écoute, c'est la tendance. Tout le monde va vers le cloud. Maintenant, en fonction de type de données que l'entreprise va utiliser, ou bien en fonction de moyens et tout, il y a une entreprise qui choisit vers quel type de cloud pour y aller. Et parlant de type de cloud, et gagner ça que les SaaS, les SaaS, c'est des software as a service. Donc, c'est un type cloud côté que l'utilisateur a accès à un software tant pour Office, par exemple, tant pour Word. OK, il est juste pour service des besoins. Et type, c'est ça où je n'ai dans le cloud, surtout dans le cloud privé. Donc, il existait. Mais tout, ou gagner, et ça qui est ou gagne PaaS, qui c'est de plateforme as a service. Et puis, ou gagner tout, ça qui est IaaS. Et IaaS, qui c'est infrastructure as a service. Maintenant, dans tout type ça, et les gens qui ont des données qui sont très sensibles, ils ont plutôt dirigé vers de IaaS. Dans IaaS là, puisque c'est infrastructure as a service, ils ont gagné toute plateforme, ils ont géré l'ordinateur, ils ont gagné contrôle sur l'environnement, on va dire à 100%. Alors que là, dans SaaS là, et on pas de contrôle environnement à 100%. On juste là pour gérer les données, pour assurer la sécurité des données, mais on pas de contrôle machine, le réseau, on pas de contrôle bagage ça. Mais là, dans IaaS là, on a contrôle l'environnement ça. Et maintenant, et pour aller plus loin, et sur l'aspect sécurité, donc vos compagnies, même au lieu que et ils ont allé sur un modèle, on va dire, public, mais ils ont allé sur un modèle privé. Ils ont mis en place propre cloud par eux. Et il y a des données, ils disent, ils pas voyer dans le cloud privé, non cloud public, ils voient dans le cloud privé, que eux-mêmes, ils ont des sites partout à travers le monde, ils ont géré données, ça, ils ont géré sécurité données. En fait, ça va dépendre de compagnie, de moyens compagnie. Donc, mais écoutez, ce que je dois vous dire, la tendance là, c'est le cloud. Si nous voulons investir dans nos domaines informatiques ou dans la sécurité, moi, encouragez-nous à aller vers le cloud parce que c'est la tendance. On ne sait pas dans 10 ans, dans 20 ans, et si ça va changer, mais c'est la tendance actuelle. D'accord, Berit, merci un peu. Et pour répondre à la question, ça. Et nous avons prêté là, merci un peu et à tous les participants, merci à Blaise, merci à Berit qui a accepté l'invitation et merci à tout le monde conseil là qui a supporté nous par présence, à président qui était là et merci encore à toute présentation. Et pour nous finir, nous allons lire pour nous message et officiel et de ISOC ainsi que de Global Encryption Coalition à l'occasion de la Journée mondiale du cryptage et ce jour du 21 octobre 2020. Un cryptage fort est un élément fondamental de notre sécurité en ligne et hors ligne. Il permet aux gens de communiquer avec d'autres personnes en toute sécurité, sachant que personne n'écoute ou ne modifie leur message. Malgré cela, les gouvernements du monde entier intensifient leurs attaques contre le cryptage de bout en bout. Les gouvernements le considèrent comme un obstacle pour les instances chargées de faire respecter la loi. Cependant, affaiblir systématiquement la sécurité numérique des populations n'est pas la solution. Le cryptage de bout en bout est l'étalon de la sécurité dans un monde où de plus en plus d'activités du quotidien se déroulent en ligne. Nous devons nous opposer aux efforts des gouvernements visant à compromettre le cryptage de bout en bout. En cette journée mondiale du cryptage, nous avons besoin que vous rejoigniez nos efforts pour préserver un cryptage de bout en bout et rejeter toute proposition visant à le compromettre. Nous avons déjà montré comment les tentatives de création de portes dérobées, les backdoors, dans le cryptage de bout en bout ne sont pas viables. Nous devons maintenant mettre un terme aux autres moyens de contournement que les gouvernements suggèrent. Le cryptage de bout en bout nous protège tous, c'est pourquoi nous devons le protéger.
Merci encore à nous toutes et qui te joignent et webinaire ça et à une très prochaine occasion avec chapitre ISOC et Haïti pour un autre événement similaire. Merci encore et à très bientôt.